comme viennent de le dire les collègues, c'est que généralement, en fait, à l'université, nous tenons un discours. Et pourquoi est-ce que la grande majorité des étudiants ne comprennent pas? Parce que notre discours, en fait, il est théorique. Il n'y a aucune pratique. Si vous expliquez à vos étudiants, par exemple, que finalement, dans la réalité, il n'y a pas de bon sujet, il n'y a pas de mauvais sujet. La valeur d'un sujet dépend tout simplement de la manière avec laquelle vous allez l'aborder. Elle dépend tout simplement aussi de l'angle sous lequel vous l'abordez. Il y a beaucoup de collègues, parfois, lorsqu'un étudiant il vient avec un thème, qu'est-ce qu'il dit? Non, non, ça c'est un thème qui a été travaillé pendant longtemps, il ne présente aucun intérêt. Non, il n'y a pas de bon thème, il n'y a pas de mauvais thème. Il n'y a pas simplement des thèmes d'actualité ou alors des thèmes qui remontent, qui sont éloignés. Parce qu'attention, le problème avec les thèmes d'actualité, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de recul. Et s'il n'y a pas suffisamment de recul, il n'y a pas non plus de recul critique en ce qui concerne la valeur de la documentation. Je vous donne un exemple. Vous connaissez tous le conte de Blanche-Neige et les 7 nains. Quelqu'un voulait travailler sur ce thème, mais non, tout le monde a travaillé dessus, etc. Et pourtant, l'interprétation qu'il voulait en faire, parce qu'attention, lorsque je parle de Blanche-Neige et les 7 nains, vous avez l'impression que nous sommes en littérature. Non, c'est une thèse de doctorat en droit. Vous allez me dire que vient faire ici Blanche-Neige et les 7 nains. Mais lorsque je parle de Blanche-Neige et les 7 nains, je peux que quelqu'un me dise que le c'est une personne. Mais puisque nous sommes dans le domaine du droit, qu'est-ce que Blanche-Neige? Il y a la cocaïne, etc. Qu'est-ce que les 7 nains? C'est les différentes doses que vous pouvez prendre. Parce qu'attention, la plupart des étudiants, qu'est-ce que vous recherchez? Vous recherchez l'originalité. Et pourtant, on a l'impression tous de comprendre ce qu'est l'originalité et personne ne le sait. Dans le domaine de la publication scientifique, qu'est-ce qu'une publication originale? C'est un article qui n'a pas encore été publié. C'est ça l'originalité. Parce qu'il ne faut pas confondre entre original et inédit. Non, parce qu'attention, la recherche scientifique, c'est une véritable chaîne, et chacun d'entre nous est un maillon de la chaîne. Donc on a abordé le thème avant nous, et on abordera le thème après nous. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que la responsabilité, elle est partagée. Mais en toute honnêteté, tout à l'heure les collègues, chers Touati, etc., ils disaient qu'il fallait être honnête. Mais attention, si l'étudiant doit être honnête, l'encadreur aussi doit être honnête. Qu'est-ce que cela signifie? Notre masterante, elle a évoqué la préparation psychologique de nos étudiants, que ce soit de master ou de doctorat. On ne les prépare jamais psychologiquement. On a l'impression que notre responsabilité, c'est juste d'encadrer, c'est-à-dire assumer ou assurer le côté méthodologique et ça y est. Non, c'est d'abord une préparation psychologique. Pourquoi est-ce qu'on exige un suivi mutaba'a? Et que veut dire un suivi? C'est-à-dire que ça signifie tout simplement, je vais dire à mon étudiant, par exemple, chaque quinzaine, je dois te voir. Tu vas me dire, mais attention, les doctorants ou les masterants, s'il vous plaît, lorsque vous venez consulter votre directeur de mémoire, votre directeur de thèse, ne venez pas les mains vides. Non. Cela signifie, s'il vous plaît, que vous venez consulter votre directeur de mémoire, votre directeur de thèse, vous avez écrit une page, vous avez écrit un paragraphe. Parce qu'écoutez, pourquoi est-ce que ça n'avance pas? Parce que vous venez discuter, vous ne prenez pas de notes et vous n'êtes pas venu avec un écrit. Qu'est-ce qu'il va corriger? Il va encore vous faire des recommandations. Il va discuter. Et lui est perdant et vous êtes perdant. C'est très souvent ce que je dis à mes doctorants, venez avec quelque chose d'écrit. Parce que comme cela, je pourrais vous corriger. Parce que tant qu'il n'y a pas d'écrit, c'est du bavardage, David. C'est du bavardage. Pourquoi est-ce que le temps et la maîtrise du temps est importante? Parce que je vous l'ai dit, il y a une contrainte institutionnelle qu'on doit respecter. Pour le mémoire, vous devez soutenir à la fin du semestre. Pour le doctorat à LMD, normalement, vous devez soutenir à la fin de la 3e année. Maintenant, la 4e et la 5e.
qu'est-ce que je dis à mes étudiants à Ouargla, Maître Ourouchania, ni les 4e, ni les 5e? Parce qu'attention, si psychologiquement, vous vous dites déjà que j'ai 4e et 5e année, il va y avoir du relâchement de votre part. Vous n'allez pas travailler. Mais si vous vous fixez comme objectif, je dois faire ceci la première année, la 2e année, la 3e année, qu'est-ce que vous devez faire? Normalement, vous devez produire l'équivalent de 25 à 30% du volume global de votre test. Exactement. Allez, je dis 25-30%. Parce que ce n'est pas des calculs précis. Il y a toujours des pertes, il y a toujours des imprévus. Il y a toujours des imprévus. Attention, on ne le sait pas. Une chose aussi, parfois, vous êtes blasé, vous en avez marre de votre sujet. Vous savez, lorsque vous côtoyez un sujet pendant des années, à un certain moment, vous en avez marre. Et il arrive parfois que vous n'avez plus d'idées. Mais attention, il faut maintenir le contact. Même si le soir, vous n'allez rien écrire, relisez ce que vous avez écrit. Pourquoi est-ce que vous devez le relire? Pour qu'il n'y ait pas de rupture. Parce que s'il y a une rupture, mon partenaire, qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous répéter. Exactement. Vous n'allez pas évoluer, vous n'allez pas progresser. Certains me disent, monsieur Dahou, moi j'ai produit 40 pages. Je lui dis non, tu n'en as écrit qu'une seule. Tout le reste, c'est de la répétition. Il ne le sait pas. Il a l'impression qu'il a progressé, il n'a pas progressé. Je vous l'ai dit encore une fois, c'est une responsabilité partagée. Le directeur de thèse doit assumer sa responsabilité et faire son travail. Si je vous pose la question, en tant que directeur de thèse, on se plaint constamment du niveau des étudiants. Les étudiants ont des niveaux faibles. Mais attention, je parle en tant qu'Algérien. En tant qu'Algérien, nous sommes victimes d'une triple insécurité linguistique, méthodologique et scripturale. De manière générale, nous ne maîtrisons plus aucune langue, ni le français, ni l'anglais, ni l'arabe. De manière générale, nous avons la théorie, mais nous n'avons pas le savoir-faire pratique, c'est-à-dire la méthodologie. Et à chaque fois qu'on demande à quelqu'un de rédiger, il a peur. Vous voyez, c'est pour cela que le côté psychologique est fondamental. On doit les rassurer. Mais attention, parfois, entre encadreurs et bilan, quelqu'un chez le premier encadreur, il accuse le deuxième. Du coup, attention, tu as fait le travail à la place de ton étudiant. Tel que tu l'as, tu s'il vous plaît, qu'on fasse la différence une fois pour toutes entre trois choses. Entre réécrire, entre réviser et corriger. Quelle est la différence? La différence entre écrire et corriger. Lorsque vous corrigez, il y a correction lorsqu'en vérité, vous avez donné une bonne forme aux idées de vos étudiants, de vos doctorants. Quand est-ce qu'il y a écriture? C'est lorsque vous avez inséré dans leur travail vos propres idées, n'a qu'à la réécriture. Si ce sont les idées de vos doctorants, de vos masterants, c'est de la correction. Et attention, de la correction, c'est une parfaite. Moi, je ne connais pas si c'est un niveau master et doctorat, d'abord pour la langue, la grammaire, la syntaxe. Non. Pas de tous les cas, non, mais c'est-à-dire qu'il est incapable d'écrire une telle phrase. C'est votre problème, vous devez corriger. Et ne partez pas de l'idée que parce que je suis professeur ou la MCA, de Brasso, il se corrige lui-même, on a c'est la méthodologie. Non, nous sommes responsables de la correction, c'est-à-dire une maîtrise acceptable de la langue. Je corrige, ce sont ces idées. Pardon, j'écris, je réécris, ce sont mes idées à moi. Maintenant, la révision, moi, jamais. La révision ne concerne pas la forme du texte. Elle concerne le contenu. Est-ce que l'information est vraie ou la fausse? C'est ça la révision. Donc c'est des choses sur lesquelles on doit s'entendre. Vous voyez, si on veut faire réellement du bon travail. De la direction de thèse. Je vous remercie infiniment, professeur Dahou. Et j'espère que vous avez... Oui, je peux vous passer la parole. Justement, je sais. Donc, je vous remercie infiniment, professeur Dahou. Juste avant de passer la parole au professeur Dahia pour qu'il dise un mot par rapport aux questions, je vais inviter notre collègue Dr Zbeli. C'est un conférencier qui est programmé avec nous, mais il n'a pas eu l'occasion d'intervenir. Donc, je vous invite à vous asseoir avec nous. Je passe d'abord au professeur Dahia la parole pour
revenir à notre collègue Zberi, Dr Zberi. Merci. Merci madame. Donc moi je voudrais revenir sur la question du temps. Donc la question du temps, tout simplement qu'est-ce que la rédaction d'une thèse? C'est partir d'un point A pour arriver à un point B. Et vous avez cette distance. Le point 1 concerne ce que je sais pour arriver à ce que je ne sais pas, le point B. Donc nous avons une distance. Cette distance à parcourir, bien sûr, dans un temps précis. Et si je reviens à la physique, donc le temps égale à la distance divisée par la vitesse. Maintenant, c'est avec quelle vitesse vous allez parcourir entre le point A et le point B. Ne me dites pas que si, comme disait M. Daho, donc la réglementation exige qu'il y ait 4 ans, je vais le faire en 6 ans. Mais là, non. Parce que si je prends, bien sûr, au niveau du sport, un athlète de demi-fond, par exemple, en 1500 mètres, il le fait généralement, bon, le record c'est 3 à 20, je ne sais pas combien, mais s'il le fait, est-ce qu'il peut le faire en 10 minutes? Non, impossible, parce qu'il n'est plus athlète. Vous aussi, vous n'êtes plus, bien sûr, un chercheur. Donc faites attention à cette équation concernant, bien sûr, la distance, le temps et la vitesse. Merci beaucoup, professeur Daria. Pour le temps qu'on se mette d'accord. Le temps, ce n'est pas quelque chose d'absolu. Cela signifie que vous devez tracer une feuille de route. Je mets une feuille de route. Telle ou telle semaine, tel ou tel mois, voilà ce que je dois faire. J'ai un objectif. Puis je vois dans quelle mesure est-ce que je le respecte. Parce qu'attention, si vous partez de l'idée que je dois gérer le temps, mais vous n'avez pas une trace écrite, vous ne pouvez pas la respecter. Vous ne pouvez pas savoir si vous avancez ou vous n'avancez pas. Merci beaucoup. Nous avons ici deux futurs, Inch'Allah, doctorants. C'était la question que j'allais poser. J'allais vous dire, je vais adresser une question aux conférenciers, non pas en tant que conférencier, mais en tant que concepteur et correcteur de concours de doctorat. J'ai vu qu'il y a beaucoup, je suis honorée par la présence des doctorants, mais aussi honorée par la présence des masterants. Et c'est des masterants qui ont un profil incroyable, un profil doctoral. C'est pour ça que je dis Inch'Allah, de futurs doctorants. Donc je leur passe la parole pour qu'ils vous posent la question à tous les conférenciers. Ils vous poseront la question et vous leur répondrez en tant que concepteur et correcteur de concours de doctorat. Merci. Salam alaikum, bienvenue à tous. Merci beaucoup pour cette journée qui a été vraiment très très enrichissante. Passons les politesses, si vous me permettez. Donc ma question, elle est surtout pour les intervenants de langue française. J'aimerais aussi écouter les avis de langue anglaise, pourquoi pas. Donc ma problématique, plutôt mon petit problème, mon petit souci, c'était tout d'abord un problème personnel. Donc ma première difficulté était de réapprendre à réfléchir durant mon parcours et ensuite à articuler ma réflexion. Mon questionnement, certainement, il a des sources peut-être ou des racines philosophiques, c'est-à-dire, moi, en tant qu'étudiant, j'ai trouvé des difficultés à articuler, si vous voulez, par la déduction, l'induction et tout ça. Donc, selon vous, comment peut-on y remédier pour se préparer à un concours ou éventuellement préparer une thèse ou une recherche? Ma deuxième question est la suivante. Est-il prétentieux de la part d'un chercheur de laisser transparaître ses convictions, et j'hésite à utiliser ces mots, pardonnez la pauvreté de mon vocabulaire, j'arrive pas à trouver le mot qui convient, mais on va dire ses convictions dans les réponses des concours ou dans les thèses de recherche, c'est-à-dire son positionnement ou son opinion, si je puis le permettre. Je vous remercie d'avance. S'il vous plaît, je vais peut-être répondre en premier parce que ça fait des années que je conçois les sujets du concours. En vérité, je vais peut-être être brutal. Pourquoi est-ce que je vais être brutal? Parce que depuis ce matin, on parlait des compétences personnelles. La réussite d'un concours ne dépend pas uniquement de vos compétences personnelles. Tout à l'heure, les collègues parlaient de compétences. S'il vous plaît, qu'on fasse une fois pour toutes la différence entre la somme de savoir et de connaissances que vous avez et la véritable compétence qui est la mobilisation d'un certain nombre de ressources.
nous sommes en train d'utiliser le terme compétence, mais jusqu'à quel point est-ce qu'on est compétent? Parce qu'attention, on a des savoirs, mais je vais m'expliquer. Comme le disait il y a quelques années au professeur Slétan, si je vous demande de me donner la définition d'un paragraphe, vous allez me dire ce qu'est un paragraphe. Si je vous demande de me donner les composants d'un paragraphe, vous allez me dire dans un paragraphe, il y a une idée directrice, il y a des idées secondaires, il y a des exemples, etc. Mais si je vous demande de me donner les différents types de paragraphes, là vous allez être embêté. Pour quelle raison? Parce que c'est des choses qu'on ne vous apprend pas à l'université. Par exemple, on ne vous a jamais dit, je ne sais pas, mais très souvent, voilà, ça c'est un paragraphe qui est structuré en entonnoir. Ça c'est un paragraphe qui est structuré en pyramide. Ça c'est un paragraphe qui est structuré en sablier. Ça c'est un paragraphe qui est structuré en hélice. Si je vous dis cela, vous ne comprenez pas. Que veut dire par exemple en sablier? C'est-à-dire que vous partez d'une idée générale, vous allez vers quelque chose de particulier et vous finissez par quelque chose de vraiment général. Ça, c'est des choses qu'on n'apprend pas à nos étudiants. Pourquoi ce que je vous disais tout à l'heure, ça ne dépend pas uniquement de vos compétences, ça dépend aussi de la compétence des correcteurs. Et malheureusement, certains correcteurs, ils ont peut-être le grade, ils ont peut-être les connaissances, mais ils n'ont pas la compétence. Et c'est pour cela aussi, et c'est une question tout à fait pertinente, dans la mesure du possible, puisqu'il y a une part qui revient aux encadreurs, plutôt aux correcteurs, évitez vos convictions personnelles. Dans le concours, hein. Pour quelle raison? Parce que très souvent, les correcteurs, ils ne le comprennent pas. Ils ne le comprennent pas. Vous savez, à Bourglan, à l'époque, j'avais fait quelque chose de très exceptionnel. Parce que très souvent, en français, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une citation, un petit texte, ils vous demandent de l'analyser. Et le plus drôle dans tout cela, c'est quoi? C'est que si on vous dit, par exemple, la consigne expliquée, vous avez commenté. Vous n'avez pas expliqué du tout. Les correcteurs, ils laissent faire. Attention, si je vous demande d'expliquer, ce n'est pas la même chose de commenter, ce n'est pas la même chose que de décrire, etc. Pour eux, c'est la même chose, qu'il faut même. Maintenant, pourquoi est-ce que ça ne dépend pas uniquement de vous? Ce que je fais, ce que nous faisons normalement dans toutes les universités algériennes, c'est qu'avant la correction, on se met en groupe, il y a un groupe de travail. Comment est-ce que nous allons corriger? Et lorsque je dis comment nous allons corriger, ce n'est pas simplement le fait de distribuer le barème. Que 10 points ici, 5 points là, etc. Non, non, non. Qu'est-ce que je leur ai dit? Ce que je veux, moi, c'est des doctorants en français. Quelle que soit la spécialité, didactique, sciences du langage, littérature, mais d'ailleurs, c'est pour cela qu'à Bourglan, ce que je faisais, c'est que quelle que soit la spécialité, on vous acceptait. Mais nous faisions des sujets de telle sorte que l'occasion était donnée à tout le monde de réussir. Parce que supposez que le doctorat, le concours, ils sont en didactique. Qu'est-ce qu'on va vous donner? On va vous donner peut-être une citation à analyser en didactique. Et là, la plupart des collègues, parce que attention, j'essaie de tout corriger devant moi, avant que moi je vous donne la réponse. Ils ont corrigé. Et avec moi, voilà ce que j'attends, voilà ce que, etc. Mais je leur ai dit, est-ce que lorsque vous analysez une citation, lorsque vous la corrigez dans un concours, est-ce que c'est important de savoir si le doctorant, par exemple, ou le postulant a raison ou a tort? Mais jamais. Parce que finalement, ce qui m'intéresse, moi, c'est que c'est un futur doctorant. Et en tant que futur doctorant, quelle que soit la spécialité, j'attends deux choses de lui. Qu'il maîtrise suffisamment la langue de travail et qu'il a des idées. Parce qu'attention, parfois, dans certaines copies, il y a des idées. Mais la syntaxe et la grammaire, ça laisse à désirer. Vous allez être complètement dégoûté. Ou des fois l'inverse. C'est ceux qui réussissent le mieux. Mais aucune idée. Parce que c'est bien écrit, le correcteur il nous donne une bonne note. Non, on doit équilibrer entre les deux. Parce que finalement, ce n'est pas un jeu de vrai ou de faux. Non. Est-ce qu'il a une compétence scripturale?
est-ce qu'il a une compétence idéale? Ça me suffit. Donc ce que je veux dire en définitive, parfois si vous dites je suis bon, mais je n'ai pas été reçu au concours, parce que ça dépend tout simplement de la vision qu'ont les correcteurs. Qu'est-ce que j'attends de vous? Qu'est-ce que je veux avoir à l'esprit? Oui, en vérité, c'est cela. Donc, ne vous reprochez pas quoi que ce soit. Ayez une maîtrise acceptable, mais surtout, s'il vous plaît, il faut s'en tenir à la consigne. Parce que la plupart du temps, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez par exemple un mot de la citation, vous oubliez la question qui a été posée et vous développez comme cela. Vous écrivez 4, 5, 6 copies. Non. Écrivez en une trentaine, une quarantaine de lignes, mais par rapport à la problématique qui a été évoquée dans une langue acceptable. Et s'il vous plaît, la présentation est importante. Parce qu'attention, généralement, si vous demandez d'analyser une citation, qu'est-ce qu'on attend de vous? Un texte argumentatif, une dissertation, quelle est l'introduction, quel est le développement et quelle est la conclusion. Si vous écrivez tout cela en bloc, je ne vais pas les repérer. Je dois voir que ça, c'est l'introduction. Et donc, lorsque je vais passer au développement, je vais sauter 2 lignes. Je peine, visuellement, peine. La même chose, lorsque je vais aller vers la conclusion, je dois sauter double ligne pour que ça puisse être évident. Il y a une chose que vous ne devez pas faire, c'est maladroit. Pour montrer, par exemple, que dans le développement, il y a plusieurs paragraphes. Qu'est-ce qu'ils font? Soit ils mettent astérix et l'étoile, soit ils mettent un tiret. Ne mettez pas de tiret, ne mettez pas. Dis-ou un alinéa c'est évident. Attention, c'est des choses formelles, mais qui sont pertinentes pour la réussite du concours. Et qui sont significatives. Je voudrais juste dire que par rapport aux critères d'évaluation aussi, corrigez-moi, cher collègue, si je me trompe, en tant que correcteur, il y a moi je dis aux étudiants, faites confiance en votre cerveau. Ayez confiance en vous, surtout que ce sont la crème de la crème, surtout qu'ils ont un profil doctoral. Donc je leur dis, le problème qui réside dans le fait que vous n'ayez pas pu à un certain moment accéder, avoir une place parmi les places pédagogiques au doctorat, c'est que peut-être que vous n'avez pas pris de risque. Donc prenez du risque, étant donné que vous avez un profil doctoral, moi je le dis devant tous les correcteurs, étant donné que vous avez un profil doctoral, vous êtes bon, prenez du risque. S'il vous plaît, il y a une chose que j'aimerais rajouter. C'est vrai que je suis un francophone, mais je n'ai jamais voulu mettre en pratique la pensée francophone parce qu'elle repose sur le cloisonnement. En tant que francophone, ma démarche elle est toujours anglo-saxonne. Anglo-saxonne parce qu'ils sont beaucoup plus pragmatiques que les francophones. Je vous donne un exemple. Vous devez analyser un phénomène. Dans la pensée francophone, il y a 36 chercheurs. Chaque chercheur, il va ramener son concept. Et on ne voit même pas la différence le bénéfice. Dans la pensée, dans la démarche anglo-saxonne, quelqu'un a déjà travaillé sur le thème. Il a inventé un concept. Ceux qui viennent après lui, ils vérifient ce concept. Il est mauvais. Il donne un autre concept. Il est bon. C'est un gain de temps. Dans la pensée francophone, partie théorique, partie pratique, adopter la démarche anglo-saxonne, soit c'est des sections, soit c'est des chapitres. Et dans la démarche anglo-saxonne, les collègues sont là pour me corriger. Je n'ai pas besoin d'avoir un bloc théorique, un bloc pratique. Non, je suis en train de faire ma pratique. J'ai besoin de tel ou tel concept. J'ai besoin de tel ou tel apport. Je l'église dans le texte au moment précis. C'est beaucoup plus pragmatique. Vous voyez, c'est beaucoup plus pragmatique. Donc il faut être pratique par rapport à. Oui, non, la réalité, c'est la réalité. La démarche anglo-saxonne, elle est beaucoup plus souple. Donc je dois l'appliquer. Pourquoi m'enfermer dans la démarche francophone? C'est une absurdité quelque part. Oui. Merci, professeur Dahou. Nous avons une autre masterand. Pardon. Oui. Hein? Nous avons aussi des doctorants en lettres arabes nous avons des doctorants en lettres arabes qui veulent poser des questions. Et nous avons aussi, on ne va pas monopoliser, mais il y a beaucoup plus de doctorants francophones qu'anglophones. Mais attendez, permettez-moi, Dr. Twit, elle va poser la question, c'est à vous de lui répondre. Minorité écrasante. Ça. Donc, elle va poser la question et c'est nos collègues anglophones qui vont répondre.
Salam alaikum. Salam. Bonjour à tous. Merci pour toutes, merci pour tous vos savoirs partagés, pour toutes vos informations. Moi, je voulais avoir surtout un conseil, parce que, comme me dit Madame Chéri, quand j'ai passé les épreuves de doctorat, elle m'a souvent demandé de dompter mes démons, dans le sens où un surplus de connaissances peut justement dévaloriser un travail. J'aurais voulu savoir comment on peut procéder avec une maîtrise de la langue et des connaissances, mais savoir quelles connaissances poser pour qu'elles soient pertinentes, acceptables et que ça fasse un tout harmonieux. Toiti. We will mix things in French, in English, and even in Arabic, Bien sûr. because it is the faculty of languages. So for the question asked by our students, I think, who wants to be the future, inshallah. Generally, this is the problem. C'est ça le problème de l'université algérienne. C'est laissé comme des illusions combattues. Le problème, c'est que le jour du contest de doctorat, on donne des questions de réflexion. Mais dans le parcours à l'université, on pose toujours des questions de définition. Et c'est ça le problème. Pour réussir au concours de doctorat, il faut être bien entraîné, well practiced, in dealing with questions that evoke ideas, attitudes, not definitions. مشكل تاعنا في مسابقة الدكتوراه مش هو هذاك مشكل في اليوم هذا، لكن هو نافذة على المسار تاع الجامعة، لأنه لما أنا نشرف على الأسئلة يوم الامتحانات بالنسبة للطلبة 80% تعاريف أمور للحفظ، ما كاينش لا ريفليكسيون تاع ليتيديون. لو جور وين يروح يدير الدكتوراه يلقى لي كيستيون دو ريفليكسيون، يلقى لي كيستيون دو ريفليكسيون ما عندوش تدريب على نوع من الأسئلة اللي هي جزء من العمل الأكاديمي كما موجود في الكانفا تاع التكوين. And this is for our students of English. When we evaluate people the day of PhD contest, there are three things. What we call in English KSAs. Knowledge, skills, and attitude. Attitude, when you write, of course, this is a good language, acceptable language, acceptable information, and the one I'm reading for should have a vision. أنا نقرأ في الأفكار. في اللغة العربية والفرنسية والإنجليزية لما الإنسان يجي صح ورقة يقرأ في الأفكار، لما تكون الأفكار مطروحة بلغة مقبولة علمية جدا، هنا قال هذا عنده بروفيل تاع دكتوراه لأنه يناقش مسائل معينة. When it is a question of, so get prepared. Hey, you want to participate in doctoral contest this year, develop your knowledge in the skill. أنا عندي بروفيل تاع لينغويستيك، لا نروح الليتيراتور ومن بعد ما ننتجش. يعني مانيش نحضر روحي بالليتيراتور. لازم نقول الإنسان صادق مع نفسه، مش وين قالوا يديروا كونكور تاع دكتوراه يروح يجري. وش ندري؟ كيف ضربة حظ؟ بروح لما مثلا الزملاء تاع اللغة العربية، أنا مانيش تاع أدب نقد، مانيش تاع نقد أدبي. وراء النظريات، وراء النظريات النقدية، وراء الدراسات النقدية، وراء الأدب الحديث، ما نعرفهمش يروحوا يديروا كونكور نروح نشارك فيه. لسانيات وين كاينه لسانيات نروح ندير لسانيات. C'est là le problème. Tu me dis, à Wurgla, j'ai pris la responsabilité, quelle que soit la spécialité, je fais en sorte que si vous êtes capable de réfléchir, si vous avez une langue pertinente, même si ce n'est pas votre spécialité, vous pouvez réussir. Parce que le problème, attention, c'est quoi? Quand on est en contradiction avec nous-mêmes, ce n'est pas des sujets de réflexion. Pardon. ما فهمتنيش يا أستاذ. ما فهمتنيش. مثلا أنا ما نعرفش المدارس النقدية. ما عنديش مش مفتون.
المدارس النقدية parce que finalement qu'est-ce que j'attends d'un doctorant ou d'un futur C'est la réflexion. C'est là, justement, c'est la réflexion, c'est pas le savoir. Non, non, non. C'est pas l'étalage de Et connaissances. comment développer une réflexion sans lire et sans écrire? Exactement. C'est un le problème. C'est juste que, pour rebondir à ce que vous disiez, Dr Touati, justement, كما تقول في الأدب العربي وكيكون واحد عنده un profil sciences du langage, littérature, bien didactique, et il peut ne pas réussir en changeant de profil, c'est qu'il ne se connaît pas en fin de compte. وهذا مثال من حي من طالبة الدكتوراه هي طالبة تفضلي. S'il vous plaît, pardon. Une chose que je voudrais préciser pour les gens qui veulent faire le concours. Attention, il y a l'aspect, j'allais dire formel, mais il y a l'aspect informel. Chez nous, l'aspect informel. S'il vous plaît, ça paraît absurde, mais vous savez que les corrections vont se faire le soir. Ça vous l'a. Mais finalement, les correcteurs, en fin de soirée, sont déjà fatigués. Qu'est-ce que ça signifie? Donc vous devez écrire peu, mais de manière pertinente. Autre chose aussi, ça paraît absurde, mais la couleur du stylo, elle est importante. Si vous avez une encre qui est pâle, qui fait je vais vous corriger, il dénigre. C'est pour cela que c'est des aspects auxquels vous devez faire très attention. Si je vous pose des questions directes, parce qu'en vérité, le problème, c'est que nous sommes en train de leur donner des éléments théoriques, on essaie le côté véritablement pratique et pertinent. Lorsque vous écrivez une requête sur Internet, je compte des documents, vous consacrez combien de temps à la lecture de chaque titre? Combien? Combien? Donc, combien de temps vous accordez à la lecture d'un titre? Comme une centaine de documents rajoutés. C'est pas possible. Donc, vous allez lire d'abord les titres. Vous consacrez combien de temps au titre? Donnez-moi 15 minutes. C'est une règle, s'il vous plaît. Vous pouvez la vérifier par vous-même. Si le titre, il vous demande plus de 3 secondes, vous allez abandonner. 3 secondes, vous abandonnez même. Pourquoi? Parce que si en 3 secondes, il ne vous a pas suffisamment parlé, vous n'allez pas vers le résumé. Et si le résumé ne vous parle pas suffisamment, vous n'allez pas vers le texte principal. Autre chose, s'il vous plaît. C'est quoi une bonne phrase en français? Le français. C'est quoi une bonne phrase en français? Qui veut comme une bonne phrase, mais au grand maximum, combien est-ce qu'elle doit contenir de mots? 6 maximum. Non, une bonne phrase en français. Non, maximum. Non, une phrase, pas un titre, une phrase. Non, une phrase, pas le titre, s'il vous plaît, je parle d'une phrase. Non, c'est pas illimité, s'il vous plaît. Une bonne phrase qui me gagne, je parle de la phrase, hein. Je ne parle pas d'intitulé, d'un titre. Une bonne phrase, c'est 6, 8, 10, 12. Au grand maximum, 30. Pourquoi est-ce que je vous dis 30? Est-ce que vous demandez de temps en temps à Google de vous traduire, n'est-ce pas? Une phrase qui contient 31 mots. Au-delà du 30e mot, Google est. Il ne vous traduira pas le 31e. Plus la phrase elle est concise, et mieux la traduction est pertinente. Vous voyez? Et ça, c'est la démarche anglo-saxonne qui nous l'apprend. Les critères ou un risque. Dans la publication scientifique, non. Le plus important, vous le mettez au premier. C'est toujours ainsi. Madam, just to explain or clarify something. So the first thing we come to face is the topic. Don't go directly to the answer. Read the topic many times. Read between the lines. Read behind the lines. Explain the words in between. Replace one word by a synonym or by an antonym. See the adjacent words. See what is before, what is after. This gives you an idea about the content of your topic. Then you pass to the enunciations. There is a difference between comment, explain, illustrate. كل مو عنده وش يحوس behind this.
Another idea is you start with an outline. There's an outline, there's an plan. What is the function of this outline? It guides you. It helps you how to start and how to end. Then you see also the objective. What is the objective behind this question? You may see in a citation, you may see the author. Who is this author? His biography. You should have an idea about the author, his point of view, so that you can go and explain. Okay? Thank you. Il y a une autre réalité aussi. Parfois, pourquoi est-ce que vous ne réussissez pas? Parce que tellement t'es vraiment, où le sujet dans le concours il est mal formulé. Donc l'état de la connaissance, Something else before I do. Something else before I do. The format. You have to give importance to the format and to the content. As in English we say, there is a very good proverb. It's about style. What is the definition of style? Style is the dress of thoughts. The dress of thoughts. So thanks to the style that you can convey your ideas and your opinions. So beware of the format as well as the content. As my colleague said before, not all correctors understand your thoughts. Though we give them as outline in the correction, but there are certain ideas that could not come in the outline. So it is up to the correctors to understand it, though indirectly. Okay.